Je ne sais pas combien de jours j'ai passé ici. L'horloge sur le mur a cessé d'avoir de l'importance pour moi après la première semaine. Au début, je comptais les heures, puis les jours. Maintenant, je compte simplement les fois où quelqu'un franchit cette porte blanche avec le crissement familier des gonds, espérant trouver un visage connu, mais ce n'est jamais elle. Je suis dans la chambre 3 de l'aile gériatrique de l'hôpital général de Puebla. Je partage la pièce avec une dame qui dort presque toute la journée. Elle ne parle pas, ne bouge pas beaucoup et de temps en temps, on entend des pleurs silencieux. Au début, j'ai essayé d'engager la conversation avec elle, mais j'ai vite compris que dans cet endroit, le silence règne. On m'a amenée ici il y a plusieurs semaines. C'était ma fille aînée, Myriam. Je ne me sentais pas bien, comme si un poids me serrait la poitrine et mes bras étaient engourdis. Elle, nerveuse, m'a emmenée en courant ici. Elle a dit qu'elle ne tarderait pas, qu'elle avait juste besoin de rentrer à la maison pour prendre un change de vêtements et mes documents. Je l'ai cru, bien sûr que je l'ai cru, c'est ma fille. Pendant les premiers jours, elle venait me rendre visite. Elle apportait du jus d'orange, une robe de chambre propre et même une petite radio pour que je ne me sente pas seule. Mais ensuite, elle a disparu, comme la vapeur qui s'évapore à la fenêtre au petit matin. J'ai demandé des nouvelles d'elle aux infirmières et aux médecins, tous avec un sourire gêné, évitant de me regarder. Ils me disaient « Elle viendra sûrement demain, Madame Luz. » Ouma, parfois, elle est en retard, mais elle viendra. Mais elle n'arrive pas. Personne ne vient. Un jour, j'ai entendu 2 infirmières discuter entre elles en pensant que je dormais. Elles ont commenté « C'est la dame qu'ils ont laissée ici il y a plus d'1 mois, n'est-ce pas? Personne n'a demandé après elle depuis. » J'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas un cauchemar, c'était la vérité. On m'avait oublié. Le petit déjeuner m'arrive tous les jours à 7 heures. Des œufs tièdes, du pain sans goût, un café presque insipide, le déjeuner à midi, le dîner à 18 heures et ensuite le silence. L'hôpital sommeille et moi, les yeux ouverts dans l'obscurité, j'écoute l'écho de mes pensées. Je n'ai pas mon téléphone portable. Myriam a assuré qu'elle l'emporterait pour m'aider, mais elle n'est jamais revenue. Je n'ai pas mon sac à main ni mes documents, rien du tout, juste cette robe de chambre bleue et une couverture qui sent le désinfectant. Parfois, je me demande ce que j'ai fait de mal, à quel moment j'ai cessé d'être importante pour ma propre fille. Je l'ai élevée seule quand son père est parti. J'ai travaillé dans des maisons d'autrui, nettoyant les sols et lavant le linge pour qu'elle puisse étudier. Je lui ai acheté ses fournitures, ses uniformes, et chaque matin, je lui faisais des tresses avant qu'elle ne parte à l'école. Je me souviens de l'éclat de ses yeux lorsqu'on lui a remis son premier diplôme. Quelle fierté j'ai ressentie. Je pensais que nous avions surmonté notre destin, que mes efforts n'avaient pas été vains, mais maintenant j'ai des doutes. J'ai peut-être eu tort. Peut-être ai-je toujours été un fardeau pour elle et je n'ai jamais voulu le voir. Il y a un jeune infirmier qui vient parfois s'asseoir et discuter avec moi. Il s'appelle Pierre. Il a des yeux gentils, semblables à ceux de mon fils Ernest, qui est décédé il y a 15 ans. Pierre ne dit pas grand-chose, mais il m'écoute. Et cela, dans cet endroit, est un véritable miracle. Aujourd'hui, je lui ai demandé « Pensez-vous qu'elle reviendra ?» Il a pris ma main, l'a tenue avec tendresse et a simplement dit « Parfois, les gens se perdent, Madame Luz, mais cela ne signifie pas qu'ils sont seuls. J'ai voulu pleurer, mais je me suis retenue. J'ai déjà suffisamment pleuré. Mes journées se résument à attendre, à observer la porte, à imaginer que peut-être demain, juste peut-être, Myriam viendra avec un sourire forcé et des excuses éculées. Elle me dira que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'elle a eu un contretemps, qu'elle n'a pas pu venir plus tôt et je la pardonnerai car c'est ainsi que nous sommes les mères. Même si nous sommes traités comme des déchets, nous gardons toujours de l'amour au fond du cœur. Mais tant que ce jour n'arrivera pas, me voilà, oubliée entre des murs blancs, avec l'âme pleine de fractures et le corps de plus en plus vulnérable. Je ne sais pas si cet endroit est un hôpital ou un hall d'oubli.
Quand on se trouve ici sans autre compagnie que ses propres pensées, les souvenirs commencent à arriver comme de vieux amis. Parfois ils sont aimables, parfois moins. Mais ici, sur ce lit dur, entouré d'un silence implacable, j'ai commencé à me souvenir de ma vie comme si c'était un film projeté sur le mur de cette chambre. Et s'il y a quelque chose qui me fait plus de mal que l'abandon, c'est de comprendre combien d'amour j'ai donné sans réserve. Myriam est née un jour de pluie en septembre en 1976. J'avais à peine 27 ans et un espoir immense. Son père, Manuel, était rempli de bonheur. C'était un homme de peu de mots, mais à sa naissance, des larmes ont coulé de ses yeux. Je ne l'avais jamais vu ainsi auparavant. Nous habitions une petite maison à San Martín, Texmelucan, avec une salle, une chambre et une cuisine qui servaient aussi de salle à manger. Bien que nous n'ayons pas eu en abondance, nous n'avons jamais manqué de l'essentiel. Manuel travaillait comme chauffeur de camion et passait beaucoup de temps à l'extérieur. Je m'occupais de tout, la maison, la petite et les haricots en train de cuire sur la plancha. Lorsque Myriam a commencé à faire ses premiers pas, j'ai su que ma vie ne serait jamais plus la même. Elle était vivante et curieuse, toujours en train de poser des questions. Parfois, quand l'argent manquait, elle improvisait des jeux avec des pierres ou des feuilles sèches du jardin. Je ne voulais pas qu'elle se sente privée de quoi que ce soit et je me donnais du mal pour chaque détail. Son déjeuner, soigneusement enveloppé, les nœuds dans ses cheveux, son uniforme bien repassé, tout cela pour qu'elle sache combien je l'aimais. Cependant, tout n'a pas été simple. Lorsque Myriam avait 6 ans, Manuel n'est pas revenu d'un voyage à Monterrey. On m'a informé qu'il avait eu un accident sur la route, qu'il ne souffrait pas et que cela a été rapide. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis simplement restée sous le choc. J'avais une petite à ma charge et une vie à reconstruire. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage dans des foyers du centre-ville. Je laissais Myriam chez ma voisine, Doña Lison, qui la traitait comme sa propre petite fille. Je me levais à 5 heures et rentrais le soir, mais je ne manquais jamais de lui donner un bisou de bonne nuit, ni de lui raconter une histoire avant de dormir. J'étais à la fois mère et père, et bien que parfois la fatigue me consomme, il me suffisait de voir son sourire pour retrouver des forces. Quand Myriam a commencé le collège, j'avais déjà 3 emplois différents. Je nettoyais une boulangerie le matin, un bureau l'après-midi et le week-end, je nettoyais une grande maison dans un lotissement à la périphérie du village. J'économisais chaque centime. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements pendant des années, mais elle n'a jamais manqué de rien. Je me souviens du jour où elle m'a exprimé son désir d'étudier la médecine. Elle avait 14 ans. Elle m'a pris dans ses bras et m'a confié. « Je vais devenir docteur, maman, pour que tu ne travailles plus autant. » J'ai ressenti un nœud dans la gorge. Je lui ai caressé les cheveux et lui ai répondu « Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. » Et je l'ai fait. J'ai vendu les boucles d'oreilles en or que Manuel m'avait offertes. Je me suis mise à préparer des tamales sur commande. J'ai lavé des vêtements pour les autres. Aucun sacrifice ne me semblait trop grand. Myriam était ma motivation, ma raison d'être, mon tout. Elle a réussi à entrer à l'Université autonome de Puebla. À la fin de chaque mois, je lui envoyais une petite boîte avec des biscuits, du papier toilette, un peu d'argent caché entre les chaussettes et beaucoup de lettres. Je lui écrivais toujours « N'oublie jamais d'où tu viens, ma chérie. Ta mère t'attend toujours avec amour. » Avec le temps, ses réponses se sont faites de plus en plus rares. Elle disait qu'elle était occupée, qu'elle avait des examens, qu'elle avait des gardes. Je comprenais toujours, je l'ai toujours fait. Je ne me plaignais pas. J'étais fière de la voir en blouse blanche, avec son identité professionnelle si bien affirmée et cette démarche assurée dans les couloirs de l'hôpital universitaire, ce qui me faisait sentir que tout en valait la peine. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, j'ai pleuré comme jamais auparavant. J'ai senti que je m'étais accomplie. Je pensais que je pourrais me reposer un peu, qu'elle s'occuperait maintenant de moi, que la vie me récompenserait enfin pour ce que j'avais donné,
comme j'étais naïve. Puis elle a rencontré un homme, s'est mariée et a eu une fille. Sa vie s'est remplie de responsabilités et de priorités plus importantes. Pourtant, elle m'appelait le dimanche, me rendait visite à Noël, rapportait des cadeaux, me prenait dans ses bras et me disait « Maman, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Mais avec les années, cette voix s'est estompée, devenant de moins en moins fréquente, avec moins de patience, plus de distance. J'essayais de comprendre, de justifier son absence. C'est ainsi que nous sommes, les mères. Nous percevons l'âme de nos enfants, même quand ils ne nous regardent plus. Maintenant, dans ce lit, je me remémore chaque instant de ce passé. La première fois que je l'ai vu sourire, sa voix m'appelant Mamita depuis la porte de l'école, son visage rayonnant de fierté en recevant son diplôme. Je n'ai jamais imaginé que ces liens étaient éternels et pourtant, me voici dans un hôpital avec les souvenirs comme ma seule consolation et la douloureuse certitude qu'à un moment donné, l'amour a cessé d'être suffisant. On n'oublie jamais le moment précis où le cœur se brise. On peut supporter la routine, la distance, même l'oubli temporaire, mais il arrive un moment où quelque chose se fracture et ce n'est plus jamais pareil. Pour moi, ce moment s'est produit un après-midi comme un autre, lorsque j'ai compris que je n'étais pas une priorité, même pas une source d'inquiétude. Cela faisait environ 8 ou 9 jours que Myriam m'avait emmenée à l'hôpital. L'hospitalisation a été inattendue. Une jeune docteure a mentionné qu'il était nécessaire de me faire des examens car mes symptômes pouvaient indiquer quelque chose de plus sérieux. Myriam a montré une inquiétude évidente, toujours attentive. Elle me serra la main, me promettant qu'elle viendrait tous les jours, qu'elle ne rentrait chez elle que pour chercher des vêtements et prévenir son mari. Je l'ai cru, j'avais toujours confiance en elle. Les 3 premiers jours, elle a tenu sa promesse. Elle arrivait l'après-midi avec un petit thermos de café ou de jus de fruits frais. Elle me parlait de sa fille, ma petite fille Camille, qui était malade avec de la fièvre. Elle disait qu'elle devait partir rapidement pour préparer le dîner pour son mari. Elle restait peu de temps, mais je comprenais. Je savais que sa vie était trépidante. Le 4e jour, elle ne s'est pas présentée. J'ai pensé que quelque chose devait être arrivé. Le jour suivant, elle est arrivée presque à 6 heures de l'après-midi, le téléphone à la main en répondant à des messages. Elle m'a donné un baiser sur le front, m'a laissé quelques biscuits et est partie en disant qu'elle avait une visioconférence de travail. Je ne l'ai jamais revue. Au début, j'essayais de me rassurer. Elle devait sûrement être occupée, sûrement que Camille allait toujours mal ou qu'il y avait quelque chose d'urgent au travail. Mais les jours commençaient à s'étirer comme un vieux chewing-gum. J'ai demandé à l'équipe de l'hôpital si quelqu'un avait demandé des nouvelles de moi. La réponse était toujours la même. Non, Madame Luz, personne n'a appelé. J'ai essayé de demander un téléphone pour pouvoir la contacter. L'infirmière de service m'a promis qu'elle le ferait, qu'elle parlerait avec l'administration. Cependant, à la fin, rien ne m'est parvenu. J'ai commencé à me sentir invisible. Une nuit, j'ai entendu un médecin discuter avec son collègue à l'entrée de ma chambre sans se rendre compte que j'étais éveillée. Il disait que Madame Luz Herrera était ici depuis près de 2 semaines, que sa fille était venue quelques fois puis avait disparu. La doctoresse a conclu qu'il semblait qu'elle n'avait plus l'intention de revenir. Cette affirmation m'a frappée comme un seau d'eau froide. J'ai ressenti une pression dans la poitrine, non pas à cause de mon état de santé, mais à cause de la douleur de la réalité qui se faisait jour. Quelque chose en moi refusait de l'accepter. Non, ça ne peut pas être vrai. Myriam ne ferait pas une chose pareille. C'est ma fille. Je l'ai élevée avec amour, effort et valeur. Elle ne m'abandonnerait pas de cette façon. Mais chaque jour qui passait, cette voix d'espoir s'affaiblissait. Le petit déjeuner arrivait, l'après-midi s'évanouissait, les lumières du couloir s'éteignaient et la porte de ma chambre restait fermée. Je me suis sentie humiliée. Comment peut-on oublier sa mère dans un hôpital? Comment peut-on être aussi cruel?
Le personnel de l'hôpital faisait de son mieux. On me donnait mes médicaments, on m'aidait à faire de petites promenades dans le couloir, on me ramenait une couverture supplémentaire pendant les nuits froides, mais ce n'était pas la même chose. Il n'y avait pas de famille, pas d'affection, c'était juste une procédure. J'ai commencé à réfléchir à toutes les fois où je l'avais mise en avant, comme lorsque j'ai souffert des reins et que j'ai évité d'aller chez le médecin pour ne pas dépenser d'argent, quand j'ai vendu ma machine à coudre pour financer son assistance à un congrès étudiant, quand j'ai arrêté de sortir avec mes amis pour m'occuper de sa fille nouvellement née pendant qu'elle travaillait. Et maintenant, j'étais seule dans un hôpital, comme si j'avais cessé d'importer, comme si j'étais un vieil objet dont on s'était débarrassé sans se retourner. Un après-midi, Pierre, le jeune infirmier qui devenait mon seul réconfort, m'a trouvée en train de pleurer en silence. J'étais assise sur le lit, le regard fixé sur le sol, les mains tremblantes. « Voulez-vous parler, Madame Louz ?» m'a-t-il demandé avec cette voix douce qui me rappelait tant Ernest. « Je ne comprends pas, lui ai-je répondu. Quand ai-je cessé d'être sa maman pour ne devenir qu'un fardeau ?» Pierre n'a pas répondu, il s'est simplement assis à mes côtés et m'a offert un mouchoir en papier. Il m'a caressé l'épaule comme s'il s'agissait de sa grand-mère et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Manuel. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose en moi était en train de se briser. Parce que lorsqu'une mère commence à douter de l'amour de son enfant, c'est le signe que quelque chose de très profond a été trahi. Ce qui était le plus douloureux, c'était que je n'avais aucun moyen de revendiquer, de demander, de comprendre. J'étais isolée, sans mon téléphone, sans mes papiers, sans un numéro où appeler. J'étais suspendue à l'espoir et cet espoir commençait à s'échapper comme de l'eau entre mes doigts. Il y a des moments où l'esprit s'accroche à une idée, même si le cœur connaît déjà la vérité. C'est ainsi que je me sentais ces jours-là, déchirée entre ce que je savais et ce que je refusais d'accepter. L'absence de Myriam était aussi palpable que le vide qu'elle laissait dans mon âme. Cependant, chaque partie de mon être s'opposait à penser que ma propre fille m'avait abandonnée. Chaque matin, en me réveillant, la première chose que je faisais était de regarder vers la porte. Chaque pas dans le couloir me remplissait d'anticipation. Quand l'infirmière entrait avec le petit déjeuner, je faisais de mon mieux pour sourire, espérant qu'elle serait suivie par Myriam avec son grand sac et son parfum floral. Mais non, c'était toujours juste l'infirmière. « Elle a sûrement eu un service de nuit », me répétais-je. « Peut-être qu'elle est avec Camille. Elle est petite, elle ne veut pas l'effrayer. » Et ainsi, je créais une excuse après l'autre. L'esprit humain a une capacité étonnante à trouver du réconfort, même au détriment de la logique. J'ai essayé de me convaincre que c'était une erreur, que peut-être on ne lui avait pas permis d'entrer, que quelque chose avait empêché sa communication. J'ai commencé à répéter dans ma tête des phrases comme des mantras, elle-même. Elle ne le ferait jamais. Elle doit aussi ressentir une grande douleur. Je suis sûre qu'elle cherche une solution. Il y avait des jours où je m'énervais, imaginant tout ce que je voulais lui dire. Comment as-tu pu me laisser ici, Myriam? Je ne suis pas un vieux objet. Mais à l'instant suivant, je me reprenais, je la défendais. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est déprimée, peut-être. Chaque peut-être était une brique de plus dans le mur que j'essayais de construire pour éviter de faire face à la possibilité la plus angoissante. Un après-midi, j'ai demandé à Pierre de m'aider à lui écrire une lettre. Je lui ai dicté avec le cœur lourd, sans savoir si elle la recevrait, mais ressentant le besoin de lui parler. Je lui ai exprimé que je lui manquais, que j'avais besoin d'elle, que peu m'importait si elle était occupée. Je voulais juste entendre sa voix, savoir qu'elle allait bien. Pierre m'a promis qu'il essaierait de trouver un moyen de la lui remettre. Je ne sais pas s'il y est parvenu. Je n'ai jamais eu de réponse. Les nuits étaient au pire. Quand tout devenait silencieux, quand l'hôpital se transformait en un endroit sombre, je fermais les yeux et j'imaginais sa voix. Je me souvenais de quand elle m'appelait Mamita
en revenant de l'école, comment elle courait vers moi avec ses tresses au vent et ses yeux brillants de joie. Je me souvenais de nos après-midi en cuisine, à faire des empanadas à l'ananas, riant de n'importe quelle bêtise. Parfois, je me surprenais à lui parler à voix haute, comme si elle était devant moi. « Myriam, ma chérie, dis-moi que tout cela n'est qu'un malentendu. Dis-moi que demain tu viendras me chercher. » Et puis le silence le plus insupportable, le silence qui ne répond pas. Il y a eu une journée où je me suis sentie si faible que j'ai pensé à abandonner, à fermer les yeux et à laisser la vie me traîner sans lutte. Mais Pierre m'a trouvée en train de pleurer et sans dire un mot, il m'a apporté un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies dans le jardin de l'hôpital. « Pour que tu n'oublies pas qu'il existe encore de la beauté dans ce monde, Madame Luz, m'a-t-il dit. Et alors, quelque chose en moi s'est accroché à ce geste, à cette petite preuve d'humanité. Je me suis à nouveau convaincue que Myriam viendrait, qu'il y avait encore de l'espoir, que le temps n'était pas écoulé, mais au fur et à mesure que les jours passaient, cette foi devenait plus fragile, plus mince, comme une corde usée par les années. Résister à la réalité est une forme d'autodéfense, même si cela signifie aussi une punition lente. Plus on s'accroche à l'illusion, plus le moment où l'on doit la lâcher sera douloureux. Je n'étais pas encore prête à laisser cela partir. La solitude a un son, ce n'est pas un silence absolu, c'est un murmure persistant, comme un léger chuchotement à l'oreille qui te rappelle que tu es seul, que personne n'ouvrira cette porte, que personne ne se soucie de toi. Au début, cela ressemble à de la tristesse, puis cela se transforme en une sorte de résignation et finalement, cela devient un fardeau qui s'installe dans la poitrine et rend la respiration lourde. Moi, Luz Maria Herrera, je suis devenue une partie du mobilier de l'hôpital. Un lit de plus, un dossier de plus, une vieille dame qui ne recevait plus de visites. L'infirmière de nuit me couvrait d'une couverture supplémentaire car elle voyait que je tremblais plus intérieurement qu'extérieurement. Parfois, Pierre me rapportait un bonbon, un magazine, un bonjour, ma belle, mais à part cela, rien. Mon monde était limité aux 4 murs de la chambre et au passage des gens qui ne s'arrêtaient pas devant moi. Le temps a pris une qualité étrange. Je ne savais pas si c'était lundi ou jeudi, s'il faisait chaud ou froid dehors, si ma petite fille était toujours malade, si quelqu'un me cherchait. Je n'avais pas accès à un téléphone, à des nouvelles, même pas à une horloge fiable. Parfois, un médecin bienveillant me disait la date, comme si cela suffisait à me garder saine d'esprit. Mais l'âme se fane quand elle n'a personne avec qui partager la journée. Je me souviens d'une matinée en particulier, de celle où la lumière du soleil filtrait timidement par la fenêtre. Une jeune infirmière, que je connaissais à peine, est entrée avec un plateau de petit déjeuner et avec un rapide sourire m'a dit « Joyeux anniversaire, Madame Luz ». Je suis restée silencieuse. Je ne l'avais pas remarqué, c'était mon anniversaire. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Pas parce que j'attendais des célébrations, des gâteaux ou des ballons, mais au moins un simple appel, un « je t'aime », un signe que quelqu'un quelque part se souvenait de mon existence. Il n'y a eu rien. L'infirmière a dû remarquer l'expression sur mon visage, car elle a laissé le plateau et est partie sans un mot de plus. Je restais assise devant mon assiette, un pain dur, une tasse de café tiède et des œufs brouillés insipides. C'était le petit déjeuner le plus amer que j'ai jamais eu. Je pleurais en silence à tel point que je ressentais une douleur profonde dans la poitrine. Je m'enlaçais moi-même comme je le faisais avec Myriam quand j'étais enfant, lorsque j'avais de la fièvre ou des cauchemars. Je me répétais à voix basse « Tout va bien, ma petite maman, tout va bien ». Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Je commençais à me parler, je me surprenais à murmurer des souvenirs, des recettes, des conseils que je donnais à ma fille quand elle était jeune.
je me retrouvais à chercher la voix de mon mari défunt dans les bruits de l'hôpital, ou à désirer qu'Ernest, mon fils disparu, entre par la porte avec son large sourire. L'esprit, lorsqu'il se sent oublié, commence à créer ses propres mondes. La souffrance physique ne se compare pas à celle de l'âme. Mes jambes devenaient faibles. Mon dos me faisait mal d'être dans la même position si longtemps. Mais le vide de sentir que je n'appartenais plus à personne, ça, aucun médicament ne peut le guérir. J'écoutais d'autres patients recevoir des visites, des fleurs, des chocolats, des petits-enfants faire du bruit dans les couloirs. J'entendais des rires. Moi, je n'entendais que ma propre respiration. Parfois, je me levais et me forçais à marcher jusqu'à la salle de bain, juste pour voir mon visage dans le miroir et me rappeler que j'étais toujours là, que je n'étais pas un fantôme. Pierre continuait à venir, toujours avec son sourire timide, apportant un petit détail comme une serviette pliée en forme d'oiseau ou un poème écrit sur une feuille de cahier. Il me disait de ne pas m'inquiéter, que ma famille traversait peut-être quelque chose de difficile, mais je ne savais plus si je voulais continuer à leur trouver des excuses. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Ai-je été trop exigeante, trop dépendante? Ne leur ai-je pas donné assez de liberté? Mais au fond, je savais que non. J'ai aimé. J'ai aimé comme seule une mère peut aimer. Avec dévouement, avec sacrifice, avec une foi inébranlable. La solitude m'a poussée à me souvenir même de ce que je voulais oublier. Les fois où Myriam se fâchait pour des choses triviales, quand elle me réclamait un peu d'espace et quand elle disait qu'elle n'avait pas le temps de me rendre visite, les signes étaient toujours présents. J'ai simplement choisi de les ignorer. Une nuit, alors que la pluie tombait fort sur le toit de l'hôpital, je m'assoyais au bord du lit et priais. Je ne demandais pas à Dieu que Myriam vienne, je suppliais seulement pour la paix. J'ai demandé la force d'accepter la vérité, de pardonner même si cela faisait mal, et de ne pas devenir une femme amère ni une ombre de moi-même. Bien qu'il m'ait laissé comme si j'étais un débris, je savais la valeur que j'avais, et cela, au moins, il ne pouvait pas me l'arracher. Après tant de nuits, sans sommeil, et d'aurores sans sens, vient un moment où l'on cesse d'attendre des miracles. Mais parfois, la vie est capricieuse et juste au moment où l'âme est sur le point de faiblir, surgit une petite étincelle, faible, mais suffisante pour raviver le cœur. Cette lumière d'espoir est arrivée de manière inattendue. Une simple conversation avec Pierre, mon infirmier loyal, un jeune homme qui semblait être un ange dans ma vie. Cet après-midi-là, alors qu'il m'aidait à remettre les oreillers en place, il a remarqué que mon humeur était plus basse que d'habitude. Il m'a proposé de sortir dans le petit jardin de l'hôpital. Cela faisait des semaines que je n'avais pas vu le soleil directement. J'ai accepté. Il m'a mis une couverture sur les épaules, a conduit ma chaise roulante avec soin et m'a emmené dans la cour. L'air frais a caressé mon visage comme une étreinte oubliée. J'ai fermé les yeux un instant et respiré profondément. J'ai senti la terre vibrante, le chant lointain des oiseaux et le murmure des feuilles. C'était peu, mais c'était quelque chose. Pierre s'est assis à mes côtés sur un banc, il avait un téléphone à la main et m'observait avec une certaine timidité. Avant de parler, Doña Luz veut que nous essayions de retrouver sa famille, même par le biais des réseaux sociaux. Peut-être pourrions-nous retrouver sa petite fille ou un parent. Au début, j'ai hésité. Une partie de moi ne voulait pas faire face à un nouveau rejet ni revivre la souffrance. Cependant, il y avait une autre partie, celle qui conservait encore l'image de Camille avec ses tresses et ses petits yeux brillants, qui a choisi de dire oui. J'ai fourni les quelques données dont je me souvenais. Le nom complet de Myriam, celui de Camille, le quartier où elle résidait et le nom de l'hôpital où Myriam travaillait. Pierre a noté tout cela avec attention et m'a promis de faire tout son possible. Dans les jours qui ont suivi, je me suis sentie différente, pas mieux mais plus éveillée, comme si cette décision m'avait redonné un peu de contrôle sur ma vie.
Chaque matin, je demandais si Pierre avait trouvé des informations. Bien qu'au début la réponse fût négative, je sentais que je n'étais pas complètement oubliée. Un après-midi, il est entré dans ma chambre avec un sourire qu'il ne pouvait pas cacher. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Doña Luz », a-t-il dit. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un compte Facebook. Cette jeune fille est sa petite fille. J'ai regardé la photo. C'était une fille d'environ 16 ans, avec de longs cheveux, un doux sourire, mais les mêmes yeux que Myriam. Mon cœur a fait un bond. « Oui, c'est Camille », ai-je affirmé avec la voix tremblante. « Comment va-t-elle? Où vit-elle » Pierre m'a expliqué que la jeune fille avait été active récemment sur les réseaux sociaux et que, selon son profil, elle vivait maintenant à Querétaro. En revanche, il n'y avait aucune trace de Myriam, ni de nouvelles photos, ni de publications, comme si elle avait disparu. Pierre a essayé d'envoyer un message, rédigeant soigneusement « Bonjour Camille, je m'appelle Pierre et je travaille à l'hôpital où ta grand-mère, Luz Maria Herrera, a été hospitalisée. Elle souhaite avoir de tes nouvelles. Ça va, mais elle te manque beaucoup. S'il te plaît, contacte-nous. » Les jours passaient sans réponse. J'avais des espoirs tout en me réfrénant. Je ne voulais pas faire face à une nouvelle déception. Mais un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner en silence, Pierre a fait irruption dans la pièce, le téléphone en l'air. Elle a répondu, a-t-il dit tout excité. Je lui ai demandé de lire. Camille avait écrit « Ma grand-mère est vivante. Ma mère a dit qu'elle était morte il y a des mois. Où est-elle? Puis-je lui parler ?» Les larmes ont jailli de mes yeux sans prévenir. J'ai demandé à Pierre de lui dire que oui, qu'elle était toujours en vie, que je n'avais jamais cessé de penser à elle et que je l'aimais profondément. C'est ainsi que nous avons commencé à échanger des messages. Camille m'a écrit pendant des heures, elle m'a posé de nombreuses questions, elle a pleuré, s'est fâchée. Elle m'a raconté que sa mère avait déménagé sans beaucoup d'explications, qu'elle évitait de parler de moi et qu'elle avait elle-même ressenti quelque chose d'étrange depuis longtemps. Son père, qui était mon gendre, était toujours à Puebla et, en apprenant la vérité, il a également voulu me parler. Il a dit qu'il viendrait me rendre visite, qu'il cherchait déjà comment me sortir de l'hôpital et m'amener vivre avec eux. C'était comme si une ombre commençait à se lever. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu dormir paisiblement. Ce n'était plus seulement une ombre. Quelqu'un se souciait de moi. Quelqu'un m'aimait et cet espoir, cette nouvelle lumière, a commencé à remplir les espaces vides de mon être. Parfois, la vie ressemble à un roman dont on n'a pas choisi le rôle principal. Mais quand on a la chance de prendre le contrôle, même pour un instant, l'âme se débat et se rappelle qu'elle est toujours vivante. C'est ce qui m'est arrivé le jour où j'ai décidé que je ne resterais pas assise à attendre. Après l'aide de Pierre pour renouer le contact avec Camille et son père, tout a changé. Camille m'appelait tous les jours par visioconférence, se cachant de sa mère. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi Myriam avait menti, que quand elle me demandait de mes nouvelles, sa mère changeait de sujet ou semblait contrariée. D'après elle, Myriam avait affirmé que la grand-mère n'était plus parmi nous et qu'il valait mieux ne plus en parler. La colère que j'ai ressentie était nouvelle, différente de la douleur. C'était un mélange d'indignation, de tristesse et de colère accumulée. Cette fille que j'aimais tant a eu l'audace de dire à sa propre fille que j'étais morte. Avec quel droit? Qui lui a donné l'autorité de m'enterrer vivante? Mais cette rage ne m'a pas fait sombrer. Elle m'a donné de la force de parler avec le directeur de l'hôpital, avec des travailleurs sociaux et toute personne qui pourrait m'aider à retrouver mon identité, mes affaires et ma voix. Pierre a été fondamental. Il m'a accompagné à chaque bureau, à rédiger des lettres et passer des appels. Grâce à son soutien, nous avons réussi à faire en sorte que l'hôpital ouvre un dossier spécial pour examiner ma situation. Ils ont confirmé qu'aucun membre de la famille n'avait été en contact depuis plusieurs mois. Ce que Myriam a fait n'était pas seulement cruel, c'était aussi illégal.
L'un des moments les plus intenses a été quand nous avons reçu la nouvelle que Myriam avait enregistré une fausse adresse sur le formulaire d'admission. Personne ne parvenait à la localiser. Elle ne répondait ni aux courriels ni aux appels de l'hôpital. Elle avait supprimé son compte de réseaux sociaux et avait déménagé sans laisser de traces officielles. Mais Camille, oh ma Camille, cette fille est devenue ma guerrière. Sans aucune peur, elle a confronté sa mère. Elle lui a dit qu'elle connaissait la vérité, qu'elle avait parlé avec moi. Myriam, selon ce qu'elle m'a raconté ensuite, était devenue pâle et balbutiante. Elle ne savait pas quoi répondre. Au début, elle a tout nié, mais finalement, elle a éclaté en larmes et a avoué qu'elle n'en pouvait plus, que j'étais un fardeau, que les exigences au travail, la famille et la pression. Des excuses, ce n'étaient que des excuses. Je ne sais pas quelle blessure Myriam garde en elle. Je ne sais pas si elle se sentait seule, si elle me blâmait pour quelque chose, ou si elle n'a jamais surmonté la mort de son père. La seule chose que je sais, c'est que ce qu'elle a fait n'a pas de justification, car l'abandon d'une mère laisse des cicatrices qui ne guérissent pas facilement. Camille et son père sont venus à l'hôpital. Ils m'ont embrassée comme s'ils voulaient rassembler les morceaux brisés de mon âme. Ils m'ont apporté des vêtements propres, de nouveaux documents et surtout de la dignité. Nous avons parlé avec le service social, des psychologues et la direction. Nous avons signé des papiers. Pour la première fois, j'ai senti que je retrouvais ma place dans le monde. Avant de partir, j'ai demandé une dernière faveur. Écrire une lettre à Myriam, non pas pour lui en vouloir, ni pour lui faire mal, mais pour libérer mon cœur. Car je lui ai écrit avec une main tremblante. « Myriam, je suis ta mère, et bien que je ne comprenne pas ce que tu as fait, je ne te hais pas. Cela me fait juste mal. Ça me fait mal de savoir que tu m'as effacé de ta vie comme si je n'avais aucune valeur. Mais je veux aussi que tu saches qu'en dépit de tout, je te pardonne, car la rancœur n'a pas sa place dans le cœur d'une mère. Je pars avec Camille. Je vais bien, je suis vivante. J'espère qu'à un moment donné, tu trouveras la paix qui te manque. » Pierre a laissé la lettre à l'ancien hôpital où travaillait Myriam au cas où elle passerait encore par là. Je ne sais pas si elle l'a lu, je ne sais pas si elle a pleuré, mais moi, je me suis libérée. Le matin où je suis sortie de l'hôpital, le soleil caressait mon visage comme une promesse. Camille a pris ma main et m'a dit « Tu n'es plus seule, mamie, je te le promets. » Et à cet instant, j'ai compris que parfois la famille se transforme, que l'amour, quand il est authentique, trouve toujours le chemin du retour. En quittant l'hôpital, j'ai ressenti que je me réveillais d'un mauvais rêve. L'air frais a frappé mon visage et pour la première fois depuis des mois, mes pas, bien que lents, avaient un but. Camille et son père m'ont aidé à monter dans la voiture. Ils m'ont embrassée comme s'ils avaient peur de me perdre à nouveau. Et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder par la fenêtre, essayant de comprendre que j'étais maintenant libre, non seulement de l'hôpital, mais aussi de l'abandon. Les premiers jours dans la nouvelle maison furent un tourbillon d'émotions. Camille avait préparé une chambre simple pour moi, ornée de fleurs fraîches et d'une couverture tricotée à la main. Sur le mur, elle a accroché une photo de moi quand j'étais jeune, une de celles que je pensais que personne ne garderait. Je me suis sentie aimée, vue et rappelée. Chaque matin, elle me rapportait du café chaud et me parlait de l'école, de ses rêves, de ses peurs. Peu à peu, nos conversations ont construit un pont entre les générations. Je lui racontais comment était la vie avant, comment j'ai rencontré son grand-père et comment j'ai élevé sa mère. Camille m'écoutait avec une grande attention, comme si chacune de mes paroles était un trésor qu'elle ne voulait pas laisser échapper. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un après-midi, alors que nous organisions des livres sur l'étagère, Camille m'a dit « À propos, maman a reçu ta lettre. Je suis restée pétrifiée. Je ne m'attendais pas à entendre à nouveau ce nom. Pas si tôt. » Camille baissa la voix et les larmes commencèrent à couler. Au début, elle résistait à parler, mais ensuite, elle me partagea sa peur.
Elle affirma qu'elle ne savait pas comment t'affronter, qu'elle ne croyait pas mériter ton pardon. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi se ferma tandis qu'une autre frémissait. « T'a-t-elle dit pourquoi elle a fait ça ?» demandai-je d'une voix tremblante. Camille hocha la tête. Elle mentionna qu'elle était épuisée, qu'elle se sentait piégée et que lorsque tu es tombée malade, elle a pensé qu'elle ne pourrait pas tout supporter, que la culpabilité et la peur l'ont consumée et qu'elle a décidé de fuir. Je pris une profonde inspiration. La douleur se tordait dans ma poitrine comme une vieille blessure. Cependant, j'ai aussi ressenti quelque chose d'inattendu, de la compassion, non pas pour justifier ses actes, mais parce que je comprenais que nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti l'envie de fuir. « Et maintenant, que pense-t-elle faire ?» demandai-je sans la regarder. « Elle veut te voir, mais elle n'est pas sûre que tu ne la rejetteras pas. » Je fermai les yeux. À l'intérieur, une tempête. Comment réagit-on face à quelqu'un qui vous a traité comme un déchet et souhaite revenir? J'ai passé plusieurs jours à y penser. Parfois, la colère m'envahissait, d'autres fois la tristesse. Mais une nuit, alors que Camille dormait et que je cousais en silence, j'ai compris quelque chose. Le pardon n'est pas pour celui qui le demande, mais pour celui qui décide de se libérer du poids de la douleur. Alors j'ai pris un papier et j'ai écrit une phrase simple. « Si tu décides de venir, je serai là, pas comme avant, mais le cœur ouvert. » Je l'ai remis à Camille et n'ai plus posé aucune question. Une semaine plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Camille l'a ouverte. J'ai glissé ma tête dans le salon et là était Myriam, avec la même expression qu'elle avait enfant quand elle brisait quelque chose et ne savait pas comment l'expliquer. Elle avait de profondes cernes et son visage semblait épuisé. Elle ne prononça aucun mot, s'approcha lentement et se mit à genoux devant moi. « Maman, » murmura-t-elle, « je ne mérite pas que tu m'appelles fille, mais je suis ici. Si tu me le permets, je veux te demander pardon. Je ne l'ai pas embrassée. » Pas à ce moment-là, mais j'ai pris ses mains froides et tremblantes et je lui ai dit « Ne me demande pas d'oublier ce qui s'est passé, mais si tu es vraiment prête à guérir, je suis ici pour toi et pour cette petite fille que je garde encore en mémoire. » Myriam a éclaté en sanglots et pour la première fois, j'ai senti que le mur qui nous séparait commençait à céder. Ce jour-là, nous n'avons pas tout résolu, ni le lendemain, mais cela a marqué un début et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour réparer ce qui a été perdu. Il y a des souffrances qui ne s'effacent jamais complètement. Peu importe le temps qui passe, combien de mots sont échangés ou combien de câlins sont offerts. Le cœur garde ses marques comme des rappels de ce qui était, de ce qui a fait mal, de ce qui a été transformé pour toujours. Cependant, avec le temps, on apprend que ces cicatrices ne doivent pas déterminer le chemin que l'on suit. Depuis ce soir où Myriam est revenue dans ma vie, j'ai beaucoup réfléchi au pardon, non pas comme une fin en soi, mais comme un processus. Car pardonner ne signifie pas effacer ce qui s'est passé. Cela veut dire apprendre à vivre sans que cela vous détruise. Myriam et moi avons commencé un nouveau chapitre, rempli de silences gênants, de regards fuyants et de mots bloqués dans la gorge, mais aussi plein de petits gestes. Un thé qu'elle préparait sans que je le lui demande, une couverture qu'elle ajustait pendant que je dormais, une photo qu'elle a trouvée et placée sur ma table de nuit sans rien dire. J'observais chaque détail, je parlais moins que je ne me taisais et je me souvenais de tous les moments où je l'ai prise dans mes bras quand elle était petite, quand elle tombait, quand elle pleurait pour des broutilles, quand le monde lui semblait trop grand et que j'étais son refuge. Maintenant, c'était elle qui semblait chercher en moi ce même abri, mais avec la timidité de quelqu'un qui demande la permission de rentrer chez soi. C'était Camille qui m'a le plus appris pendant cette période, sa patience, sa capacité à aimer sans condition, sa tendresse. C'était comme si tout le positif que j'avais essayé de cultiver en Myriam et que le temps semblait avoir emporté, avait recommencé à fleurir chez sa fille.
Camille prenait soin de moi, m'écoutait, me faisait rire, et quand elle remarquait que sa mère était nerveuse ou maladroite, elle l'encourageait avec tendresse. Parfois, la connexion entre elles devenait tendue, mais cette petite fille possédait une sagesse qui allait au-delà de son jeune âge. Un soir, alors que nous brodions dans le salon, elle m'a demandé « Dis-moi, penses-tu que les gens peuvent changer ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je pense que certains le peuvent, mais seulement s'ils sont prêts à affronter ce qu'ils ont fait et à vivre avec. Elle a hoché la tête comme si cette réponse lui paraissait claire et m'a embrassée. Cette étreinte m'a fait comprendre qu'en dépit de tout ce que j'avais vécu, j'avais acquis quelque chose de précieux. La certitude que je n'étais pas seule, que l'amour que j'avais donné ne s'était pas perdu, mais d'une certaine manière, était revenu à moi, transformé en une nouvelle forme d'amour. Avec le temps, Myriam a commencé à s'ouvrir davantage. Elle m'a raconté qu'elle se sentait accablée, que son mari l'avait laissée peu après mon hospitalisation et qu'elle craignait de perdre son emploi et de se retrouver seule. Elle m'a avoué qu'au début, elle avait pensé revenir, mais chaque jour qui passait sans qu'elle le fasse n'a fait qu'augmenter sa honte, et elle a préféré inventer ma mort plutôt que d'affronter son erreur. Je ne l'ai pas consolée, je ne lui ai pas dit que tout irait bien, je l'ai simplement écoutée, car parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est d'être entendu sans jugement. Ainsi, peu à peu, notre relation a commencé à se reconstruire. Non pas à travers des promesses ou des gestes grandioses, mais avec le temps, la présence et de petites décisions quotidiennes qui transmettaient le message « Je suis là et je veux faire les choses mieux ». J'ai appris que même lorsqu'on est mis de côté, on ne perd pas sa valeur. J'ai appris que l'amour ne revient pas toujours de là où il a été semé, mais il revient, et que les secondes chances, bien que difficiles, peuvent être une bénédiction si on sait en profiter. Moi, Luz Maria Herrera, j'ai été oubliée dans un hôpital comme si j'étais un déchet, mais j'en suis sortie la tête haute, même si le cœur blessé. Oui, mais aussi pleine d'espoir, parce que la vie, même dans ses moments les plus cruels, laisse toujours entrebâiller une porte vers la rédemption. Parfois, je m'assieds sur le porche de la maison, enveloppée dans une couverture, regardant le soleil se cacher derrière les collines. Camille s'assoit souvent à mes côtés avec une tasse de thé ou un livre. Et à ces instants, le monde semble paisible, comme si rien de mal ne s'était passé, comme si la douleur du passé n'était qu'une ombre qui ne peut plus nous atteindre. Cependant, je connais la vérité. Je sais que les cicatrices ne disparaissent pas. J'ai appris à vivre avec elles, comme quelqu'un qui a une marque sur la peau. Elles me rappellent ce que j'ai vécu, ce que j'ai perdu, mais aussi ce que j'ai pu récupérer. Je ne suis plus jamais redevenue la même femme qui est entrée dans cet hôpital en espérant un contrôle de routine. Cette femme avait une confiance aveugle, espérait sans condition, se donnait sans limite. Celle qui est sortie de là l'a fait en étant plus sage, plus prudente, mais aussi plus forte. Parce que survivre à l'abandon d'un enfant ne vous détruit pas si vous trouvez une raison de continuer. Camille a été cette raison. Grâce à elle, j'ai compris que l'amour que l'on donne ne revient pas toujours de manière directe. Parfois, il tourne en rond, se perd, se transforme, mais finit par revenir et, lorsqu'il le fait, il est plus pur, plus mature. Elle m'a redonné l'envie de me lever, de parler, de sourire. Elle m'a appris qu'une nouvelle génération peut guérir ce qu'une autre a brisé. Et avec Myriam. Eh bien, avec elle, nous sommes sur ce long et lent chemin de reconstruction. Je ne l'idéalise pas, je ne la vois plus comme avant, une femme avec des peurs, des erreurs, des culpabilités, mais aussi avec le courage de revenir, de demander pardon et d'essayer de réparer. Je ne sais pas si nous redeviendrons comme avant, peut-être pas, mais au moins maintenant, quand elle vient à la maison, elle me regarde dans les yeux, elle m'écoute et elle m'apporte des fleurs sans raison. Et ça, c'est aussi une façon d'aimer. À tous ceux qui m'écoutent, je veux juste partager quelque chose du plus profond de mon cœur, en tant que mère et femme. N'oubliez pas vos aînés, ne les jetez pas comme de vieux objets.
Ne les mettez pas de côté quand ils commencent à parler plus doucement ou à avoir besoin d'aide pour marcher, parce qu'un jour, vous arriverez également à ce point et vous réaliserez que ce qui compte vraiment, ce n'est ni l'argent, ni le succès, ni la précipitation. Ce qui perdure, c'est l'amour que nous avons donné et l'amour que nous pouvons encore recevoir. J'ai été oubliée dans un hôpital comme si j'étais des déchets. Mais me voilà en train de raconter mon histoire avec l'âme pure et le cœur encore brûlant. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un pour vous étreindre et vous dire « Je t'aime, grand-mère, tu n'es jamais vraiment seule. Merci de m'écouter. Luz Maria Herrera ».